Vous avez résolu bien des équations dans votre vie d'ingénieur, mais vous n'avez toujours pas réussi à craquer celle de votre épanouissement? Bienvenue sur l'Ingépanoui. Ici, on donne la parole à des ingénieurs qui ont relevé les manches de leur costume cravate ou de leur sweat à capuche pour trouver leur propre étincelle. Pas de superstar, pas de gourou, juste des conversations conviviales avec des gens comme vous et moi. Mon objectif, vous donner des idées pour vous aussi faire pétiller votre vie. Aujourd'hui, je vous présente l'histoire de Carole. Carole, c'est une petite fille modèle qui travaille très bien à l'école, réussit son diplôme d'ingénieur sans aucun souci et entre dans un grand cabinet de conseil. Après quelques années à gravir un à un les échelons de l'entreprise, elle réalise qu'il lui manque quelque chose. Découvrir le monde. Et à son retour, elle prend conscience qu'elle n'a fait aucun choix en conscience. Elle cherche alors ce qui l'intéresse vraiment dans la vie. Elle découvre le métier de coach professionnel et décide de se former. Passionnée par ce nouveau domaine qu'elle vient de découvrir, elle décide de créer son entreprise et de continuer un job à mi-temps en tant que salariée. Après quelques années, Carole réalise qu'elle aime vraiment le coaching. Par contre, sa vie telle qu'elle existe aujourd'hui ne lui convient plus du tout. Elle décide alors de prendre un nouveau pas de recul et de réfléchir à comment faire cohabiter toutes ses envies, toutes ses ambitions et à faire fonctionner sa vie au jour le jour. Vous le verrez, Carole est une personne très sensible et très intelligente. Un mélange parfois étonnant et détonnant. Bienvenue sur l'Ingépanoui, Barbara pour vous servir. Bonjour Carole. Bonjour Barbara. Ça me fait très plaisir de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Merci de m'accueillir d'ailleurs pour enregistrer cet épisode. Surtout merci d'être venue jusqu'à chez moi parce que j'avais la flemme de me déplacer. Alors il faut peut-être qu'on prévienne nos auditeurs que je te connais depuis très longtemps. Tu es une de mes très proches amies, donc je vais essayer de rester le plus neutre possible dans mes questions. Comme la coutume l'impose, je vais commencer par te présenter en quelques mots. Donc Carole, tu es diplômée ingénieure depuis 2010. Tu as été diplômée dans les télécoms. Ensuite, tu as travaillé à peu près 10 ans dans la cybersécurité. Ensuite, tu as fait un tour du monde sur un an, si je ne me trompe pas. Il y a dû avoir peut-être encore 1 ou 2 ans de cyber derrière, toujours dans le conseil. Et ensuite, tu as décidé de te reconvertir en tant que coach professionnel pendant le Covid. Et maintenant, depuis 1 an ou 2, tu es de nouveau consultante sur des sujets un peu adjacents puisque tu es dans le change management. C'est pas tout à fait dans cet ordre-là, parce que là, si on suit ta timeline, je pense que j'ai 45 ans. Je suis un tout petit peu plus jeune, j'ai pas encore passé les 40, s'il te plaît. Mais c'est à peu près ça dans les grandes lignes. On va peut-être commencer du coup par ton job actuel. Pourquoi le change management et comment ça se raccroche à tes expériences précédentes? Aujourd'hui, je fais du change management. Donc, le change management, c'est en français de la conduite du changement et ça consiste à, quand on mène un projet, une transformation dans une entreprise, mettre en place tout le plan qui va bien pour que le changement s'opère le plus fluidement possible. C'est une partie qui est inhérente à chaque projet, qui est plus ou moins explicitée quand on mène des projets dans les entreprises. C'est-à-dire que des fois on fait des transfos et on n'a pas de chantier spécifique change management, mais on en fait quand même. On est obligé de communiquer auprès des gens, on est obligé de former les gens, on est obligé de faire en sorte que les gens s'approprient le changement, le comprennent, etc. Et donc du coup, voilà. Et donc quand on le fait de manière explicite, c'est là où moi je peux intervenir pour dire voilà, là on est là, demain on veut être là. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour faire en sorte que on y arrive et qu'on y arrive sans douleur, quoi. Moi, j'y suis venue il y a 2 ans. J'y suis venue après avoir été coach pendant 2-3 ans. Pour moi, c'était la prolongation assez naturelle du métier de coach, dans le sens où en coaching, c'est pareil. En fait, on se dit là, je suis à un point A, je vais aller à un point B. Et donc, du coup, comment je fais pour y arriver? Aujourd'hui, je vois toutes ces barrières-là. Comment on fait pour y aller le plus fluidement possible, sauf que sur le coaching, on est vraiment sur l'individu. Enfin, en tout cas, dans moi, ce que je faisais, je traitais vraiment des problématiques d'individu et pas des problématiques d'équipe. Du coup, on va vraiment aller chercher quels sont les mécanismes de la personne, qu'est-ce qui fait que déjà elle a envie d'y aller, qu'est-ce qui fait que elle a ressenti le besoin d'avoir un coaching ou un accompagnement pour le faire, et donc du coup, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, etc. Et dans le change management, c'est un peu pareil à l'échelle des groupes et des projets, sauf que on est sur des problématiques
problématiques un peu différentes parce que globalement le changement il est voulu par souvent le management, la direction, etc. Et donc du coup on va vouloir embarquer un groupe de personnes et donc il va falloir utiliser ces mêmes réflexions, c'est-à-dire de quoi ils ont besoin les gens pour s'approprier le changement, qu'est-ce qui les bloque, qu'est-ce qui leur fait peur, etc. Et on est sur les mêmes problématiques entre guillemets, mais qu'on va traiter différemment parce qu'on va les traiter à l'échelle globale. On va peut-être revenir du coup à ta première carrière de consultante en cybersécurité et du moment où tu as décidé de partir faire un tour du monde. Est-ce que tu veux nous expliquer comment t'en es arrivé à prendre cette décision, ce qui t'a mené là? Est-ce que ça a été un coup de tête? Est-ce qu'au contraire c'était très construit? Raconte-nous. Ouais. Du coup, j'ai commencé dans la cybersécurité, dans le conseil, et du coup, j'ai démarré en cybersécurité en 2010, après mon diplôme, un domaine que je connaissais pas du tout. Là, pour le coup, le choix, il était très... Enfin, je pense qu'avant mon tour du monde, mes choix, donc avant 30 ans, mes choix étaient très... je sais pas ce que je veux faire et donc je vais suivre le truc qui a l'air le plus sympa parmi et le plus prometteur parmi les options que j'ai, quoi. Je pense que pas mal de gens se reconnaîtront là-dedans. Et le tour du monde, je l'ai fait parce que j'aimais voyager. En fait, j'avais pas mal voyagé pendant mes études, soit en semestre d'échange, d'ailleurs celui qu'on avait fait ensemble à Dublin, et après j'étais partie à Singapour et j'avais vraiment adoré en fait ces expériences où on découvre plein de choses. Bref, ça nourrissait une curiosité chez moi et ça nourrissait aussi quelque chose que j'ai compris un peu plus tard, qui est en fait quand on arrive quelque part et que on a une autre culture, on est nouveau et tout, il y a un truc qui se passe au niveau de l'identité. On n'est plus, on peut être quelqu'un d'autre. Je sais pas comment dire. Et donc il y a un truc qui fait que on ose plus de choses et j'ai l'impression qu'on expérimente plus de choses. Et donc le voyage c'est quelque chose qui m'avait déjà beaucoup touchée avant. Et donc au bout de 6 ans de cybersécurité, j'ai décidé on a décidé du coup, parce qu'on est parti à deux avec mon copain, de partir et de faire vraiment ce voyage longue durée, faire une pause dans notre carrière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on travaille depuis plus de 3 ans dans la même boîte et quand on travaille depuis plus de 6 ans, on peut demander une année sabbatique, c'est légal. Et donc du coup, l'entreprise peut la décaler, dire c'est pas le bon moment, etc. Mais elle peut pas la refuser. Donc et du coup, on revient au même poste, bien sûr. Je trouve ça intéressant de le dire parce que il y a beaucoup de gens qui savent pas ça. Moi, je partais dans un état d'esprit pas du tout en mode je suis perdue, je me pose trop de questions, j'ai besoin d'une pause, je veux changer ma vie, etc. J'étais vraiment, j'avais envie de voyager, d'assouvir cette curiosité et voilà. Et c'est en revenant que les questions sont arrivées, la crise de la trentaine. Donc ce voyage m'a beaucoup nourrie. Et j'en ai vraiment profité comme d'un voyage et j'avais pas d'injonction à trouver un sens à ma vie et je pense que j'en ai profité différemment, je pense, du fait d'avoir ça, quoi. J'étais vraiment dans la contemplation et dans l'expérimentation de tous les jours, ce qui est un petit peu pas dans ma nature, donc c'est chouette d'avoir ça. Et est-ce que tu penses du coup que quand les questions sont arrivées, c'était peut-être quelque part à cause du voyage ou grâce au voyage? Je pense qu'il y avait plusieurs choses. C'est évident que le voyage a apporté quelque chose. En fait, si je reprends l'historique, je suis revenue, donc j'ai eu 30 ans pendant le voyage. 30 ans, c'est un âge qui est assez marquant, c'est-à-dire, on se dit avant 30 ans, on est encore ado, quoi. Et après 30 ans, ça y est, on rentre dans l'âge adulte, quoi. Enfin, je sais pas si les gens mettent cette barrière-là, mais je me dis à 30 ans, il faut commencer à acheter, il faut se marier, il faut peut-être avoir des enfants, je sais pas quoi. Et du coup, quand je suis revenue, il y avait beaucoup de gens qui avaient fait ça pendant que nous, on était... En fait, j'ai eu le sentiment, quand je suis revenue, d'avoir vécu comme une étudiante pendant 1 an, parce qu'on était vraiment en mode backpack, on dormait dans la tente, on essayait de trouver les trucs les moins chers possibles. Enfin, on était vraiment en mode étudiant, quoi. Et quand on est revenu, les gens avaient acheté un appart, tous avaient progressé avec des marqueurs sociaux qui sont assez forts. Et du coup, le premier truc qui s'est passé, c'est je suis arrivée, j'ai repris mon taf. Bon, déjà, t'as 2 semaines ou 1 mois où c'est surréaliste, quoi. En fait, t'es dans des réunions et tu comprends pas trop ce qui se passe et voilà. Et après, on se réhabitue et tu te dis, mais, c'est vraiment 2 mondes séparés. Et du coup, pendant quelques mois, pendant 6 mois, je me suis sentie en retard. J'étais là, oh non, mais je suis en retard dans ma vie. Genre, la meuf, elle vient de faire
1 an de voyage, qui est quelque chose que certains ne feront jamais. Et les gens, quand t'en parles, ils te disent: «Ah mais c'est super, c'est hyper riche et tout». Et moi, j'avais l'impression d'être en retard sur ma vie parce que j'avais pas coché les cases que les gens avaient cochées, voilà. Donc ça a été un premier déclencheur qui fait que je me suis posé beaucoup de questions parce que, je savais pas ce que je voulais in fine. Parce que quand je suis partie en voyage, j'étais un peu en mode, bah, je vais voyager, quoi. Et du coup, j'étais pas en mode, mais qu'est-ce que je veux à long terme? Enfin, je m'étais jamais trop posé cette question et je m'étais laissée porter. Et comme les échéances sont assez courtes, c'est-à-dire on passe, le bac, on a 3 ans, ensuite on a les études, on a 5 ans et ensuite j'ai bossé 6 ans. Donc, globalement, j'ai bossé 5 ans, j'ai senti qu'il manquait quelque chose et donc du coup, le projet de voyage, est ce qui était, ce qui me projetait pendant 1 an. Et c'est des échéances assez courtes, mais jamais je me suis dit: «Bon, en fait, à plus long terme, c'est quoi que je veux, quoi?» Voilà, donc il y a eu ça. Ensuite, le fait d'avoir vu pendant le voyage des modèles de vie très différents, que ce soit locaux, mais surtout, des gens qui voyageaient, et de voir, ces gens-là, comment ils se projetaient dans la vie, enfin, on a vu vraiment des modèles de ouais, de vie très différents. Et du coup, ça questionne sur: OK, mais du coup, moi, dans tout ça, c'est quoi le modèle de vie que je veux? Parce qu'in fine, tout est à peu près possible, vu ce que je vois, quoi. L'idée, c'était pas de me dire: «Je veux revoyager à temps plein» et cetera, voilà, mais c'était de dire: «Bah, voilà, il y avait plein de types de métiers différents, plein de types de modes de vie différents». Après, j'ai eu une année un peu compliquée niveau, boulot parce que j'avais 2 projets, enfin, j'avais un projet interne et un projet externe qui correspondent, enfin, j'ai compris bien plus tard que en fait, ça me correspondait pas du tout. Et du coup, j'étais vraiment ça a été une année difficile physiquement, parce que, ça tirait sur des compétences qui sont pas mes compétences favoris. Et j'ai fini l'année, du retour en mode ben, en fait, j'avais posé ma démission parce que je n'arrivais plus à y voir clair sur ce que je voulais faire, quoi. J'avais vraiment besoin d'avoir 3 mois de vide, parce que ça m'avait épuisée. Et je faisais beaucoup de pilotage et de coordination, je faisais beaucoup de transports en commun, et du coup, enfin, cette année m'a vraiment, tuée. Et j'ai pas compris tout de suite, c'est parce que c'était parce que j'aimais pas, heu c'est pas que je me questionnais sur, le sens, mais vraiment la nature de ce que je faisais et la manière dont je le faisais, et le fait de faire beaucoup de transport, ça a appuyé sur des choses qui sont des, difficultés pour moi. Et ça, je l'ai compris, en plusieurs étapes bien plus tard. Ça aussi m'a questionnée en me disant: «Ce métier, il est pas fait pour moi», parce qu'en fait, je suis cramée et j'arrive même plus à savoir ce que je veux tellement je suis, fatiguée par ce que je fais. Et donc, c'est après ce posage de démission que tu t'es lancée dans la formation en coaching? Alors, non, ça s'est ça s'est passé en plusieurs années. Du coup, je fais cette année-là, je pose ma démission et j'explique pourquoi. Et je dis: «Mais non, je n'ai pas du tout, d'autres choses à côté, juste je n'en peux plus et en fait, je pense plus clairement», et voilà. Et du coup, bah, là, j'ai eu une discussion avec mon employeur. Et du coup, on a dit: «Bon, bah, on peut réfléchir ton activité et réaménager». Donc à ce moment-là, il y a eu plusieurs décisions qui ont été prises. La première, c'est j'ai arrêté les 2 projets, le projet interne et le projet, client que je faisais, et on a changé complètement d'activité pour être beaucoup moins sur des trucs de pilotage et peut-être plus sur des choses de fond. Donc c'est là où j'avais, pris, bien trop tôt l'offre, cybersécurité et intelligence artificielle. Donc on était en 2018. C'était clairement trop tôt. Même si j'ai travaillé sur des trucs qui ont resservi genre 5 ans plus tard, au bout d'1 an et demi, je me suis un peu essoufflée. Je suis passée à 4/5e. Vraiment la meilleure décision de ma vie, meilleure décision de ma vie. Je suis passée à 15/5e en me disant: «Bah, en fait, je vais pas, genre juste prendre d'autres projets et pas avoir cet espace de réflexion». Et du coup, j'avais besoin de cette journée par semaine pour me dire: «En fait, c'est une journée où, socialement, je suis pas attendue». C'est vraiment ma journée à moi, au boulot, je suis pas attendue. Et je vais pouvoir explorer des trucs. Et je me souviens, c'est, l'année où, c'était le début des applications de sport, enfin pour les entreprises. Donc nous, ils avaient mis en place,
je pense que c'était déjà Gymlib à l'époque. J'avais testé tous les trucs de sport de Paris et tout le lundi, et ça me faisait du bien en fait d'aller essayer d'autres choses. Enfin voilà, et ça m'a vraiment vraiment ressourcée. J'ai fait des formations en ligne. Je sais pas, j'avais essayé de me mettre à la guitare, ça n'a pas du tout marché. Mais en fait, ça m'a quand même fait du bien parce que pendant que j'étais en train de faire ça, j'étais en train de m'offrir de la respiration, quoi. Et du coup, ça a duré 1 an. Au bout d'1 an, je me suis dit, en fait, le truc que j'ai envie de faire quand même, c'est d'acheter un appart. Donc, du coup, ça a été ce projet-là que j'ai mené en priorité, en me disant, en fait, avant, je savais pas trop, je suis lyonnaise à la base. Du coup, je savais pas trop si j'avais envie de rester à Paris. Là, je travaille à Paris. Enfin, voilà, où est-ce que j'avais envie de vivre. Et donc, du coup, ça a bloqué cette histoire d'achat. J'étais stressée parce que j'avais l'impression de payer un loyer et du coup de pas, enfin voilà, c'était pénible de voir cet argent partir en me disant bah en fait si je sais que je vais rester encore quelques années, voilà. Donc et après je me suis dit bon, je sens que la cybersécurité c'est pas mon truc, et j'étais arrivée au bout. Enfin sur la cybersécurité, ça me plaisait. Je sentais que c'était pas non plus le sujet de fond qui m'intéressait le plus, même si ça m'intéressait. Enfin pour le coup, ça m'a vraiment intéressée. Hein. J'avais vraiment mis les mains dedans et tout. Mais le fait qu'il y ait pas de marché et que du coup, ben il y ait peu de personnes qui sont intéressées pour en parler et tout. Enfin j'ai l'impression de ramer pour mobiliser autour du sujet. Enfin j'étais clairement enfin, mettre l'énergie, mettre du gaz pour un truc où les gens sont pas encore prêts. Au bout d'un moment, j'avais fait le tour de tout ce qu'on pouvait créer en maquette et tout, en publication, voilà. Et donc je me suis dit bon bah je vais faire quoi? Je vais refaire des programmes de cyber. Merci. Et donc je suis partie en vacances. J'ai eu la chance en janvier 2020. Meilleure idée. Janvier 2020. Donc j'ai eu des vacances en 2020 à l'étranger. Et du coup, j'aime bien faire le point en fin et ou début d'année, et vraiment prendre le temps. Donc là, ça m'a donné l'occasion de prendre le temps, et je me suis dit bon, ça fait quand même 3 ans que je me dis j'aimerais bien, en fait, le coaching m'intéresse, j'aimerais peut-être me former, et voilà. Et du coup, j'ai décidé de m'inscrire. J'avais une formation de coaching qui m'intéressait, qui démarrait en février, et j'ai décidé de m'inscrire à ce moment-là, pendant ces vacances. Donc j'ai démarré, non, ça démarrait en mars, je sais plus, mais je me suis inscrite en revenant en me disant allez. Je le fais, je verrai où ça me mène. J'avais pas forcément l'intention d'en faire mon métier à temps plein à ce moment-là, mais par contre, j'avais envie de m'offrir cette formation et de voir où ça me mène. Et je me suis dit au moins ça m'apportera des choses. C'est le genre de formation qui est tellement soft skills que ça sert dans n'importe quel métier, notamment dans le métier de management. Et donc du coup, j'étais sûre que ce serait pas perdu et que moi ça me transformerait. Et du coup, je n'ai pas du tout regretté. C'était chouette. Petit ajout au montage, j'ai demandé à Carole quelle est sa définition du coaching, donc je vous lis ce qu'elle m'a répondu. Le coaching, c'est un travail d'équipe avec un professionnel pour réussir à aller, plus vite ou aller tout court, d'un point A à un point B. Ça concerne les individus et les groupes. Ça nécessite du coach de l'écoute, de savoir sortir de son cadre de référence pour entrer dans celui de l'autre, de capter les réactions émotionnelles de l'autre, de faire élaborer sa pensée ou expliciter ses émotions à l'autre. C'est beaucoup aller chercher ce qui n'est pas dit, pas clair ou invisible. Et ensuite, c'est établir ensemble des protocoles pertinents pour se mettre en mouvement, quand la prise de conscience en elle-même ne débloque pas les comportements toute seule. Est-ce que peut-être tu peux nous dire en quelques mots quelle était la durée de la formation, en quoi ça consistait ? Du coup, c'était une formation qui durait 1 an, que j'ai faite à distance en ligne. C'était une formation américaine, donc c'était en anglais. C'était le truc qui m'avait fait un peu hésiter en me disant mais je vais faire un truc vraiment que je ne connais pas du tout dans une langue je suis pas native en anglais, quoi. Et du coup et ça m'a occupé, ça m'a fait un gros 1 jour par semaine, quoi. Et le fait qu'il y ait eu Covid, du coup qu'on ait moins de transport et tout, ça a quand même vachement facilité, parce que je m'étais dit ça rentre sur 1 jour par semaine, mais en fait ça rentre pas. Un jour c'est juste la partie théorique, mais après il faut coacher à côté, il y a pas mal de pratiques et tout. Et du coup comme les transports, c'est quelque chose qui a un coût énergétique important pour moi, le fait qu'on ait 0 transport, ça m'a quand même beaucoup facilité la tâche. Sinon, je sais pas comment je m'en serais sortie. Une fois cette formation finie, est-ce que tu t'es dit « Bon, finalement, je veux être coach »
En fait, plus on avançait, plus je me disais, ça me plaît, vraiment et plus je me disais en plus, dans cette période de Covid, il y a quand même, énormément de besoins de coaching parce que le changement est énorme et dans les moments de transition, de changement, soit quand on veut changer, soit quand on doit changer, le coaching est quand même très utile. Et donc voilà, en tout cas, ça me passionnait plus que la cybersécurité et donc du coup, je me suis dit: «Bon, j'y vois une opportunité». Moi, je pense que j'avais besoin, alors je l'exprimais pas comme ça à l'époque, mais je sentais que j'avais besoin de plus de liberté et plus de créativité dans ce que je faisais et donc ce que j'ai proposé, c'est de dire en fait, je me suis un peu autorisée à me dire mon idéal, qu'est-ce que ce serait? Et mon idéal, c'était de faire un mi-temps où moi je me mets à mon compte et je fais tous les trucs créatifs que j'ai envie de faire et je coach des gens sur un mi-temps. Et à mi-temps, je fais ça chez mon cabinet de conseil dans lequel j'étais. Du coup, j'aurais dit, ben voilà, et je suis pas allée en disant j'aimerais faire ça. Je suis allée en disant bon, en fait, on a coupé pas mal des budgets de formation. C'était une année difficile pour tout le monde et notamment dans le conseil. Donc, on a coupé pas mal des budgets formation. On voit qu'on a des challenges. En fait, on a mobilisé beaucoup de gens qui n'avaient jamais fait de commercial sur des activités commerciales. Il y a toute cette notion du travail à distance, télétravail qui rend, qui fait augmenter le niveau de stress énorme des équipes. Du coup, est-ce qu'on ne testerait pas du coaching de certains profils qu'on a vraiment envie d'accompagner parce que voilà, on n'a pas envie qu'ils souffrent et que on a envie de les garder. Et l'idée, c'était vraiment on expérimente. On en prend 5-6 personnes, on expérimente pendant quelques mois, quoi, et on voit ce que ça donne. Ça a été accepté, franchement, employeur en or, quoi. Ils ont accompagné avec tellement de fluidité toutes mes transitions, c'est vraiment, je suis vraiment reconnaissante, quoi, pour ça. Et du coup, j'ai fait ça et ensuite, au bout de 1 an, je pense, à faire ça, à faire un premier bilan sur 5 et ensuite 5-6 personnes et ensuite, en continuant, on s'est dit: «Bon, ça fait pas trop sens de rester, consultante cyber dans mon poste». Donc j'ai transité, j'ai rejoint les équipes RH pour être au coach interne du cabinet, toujours à mi-temps. Et voilà. Et là, c'est pareil, en fait, légalement, je pouvais demander un congé création d'entreprise. Je pense qu'ils auraient accepté ce mi-temps. La preuve, c'est que là, j'ai dépassé la durée du congé création d'entreprise et je suis toujours à temps partiel et j'ai une pondération beaucoup plus grande, je suis à 90%. Mais je suis toujours à temps partiel et je fais toujours quelques coachings à côté. Et donc, dernière transition en date, Oui. le passage de coach dans ton cabinet de conseil à mi-temps, coach toi de ton côté, à revenir à 90%, tu disais, aujourd'hui chez ton employeur. Ouais. Au bout de 2-3 ans à faire ça, même un peu avant en fait, parce que on a du mal à lâcher. Je pense qu'au bout d'1 an et demi, 2 ans, je commençais déjà à me poser des questions. En fait, j'avais du mal à trouver du sens à tout ça. Je me sentais pas complètement à ma place, j'avais l'impression de pas progresser. Enfin bref, j'étais un peu, en marge du système et j'ai pas très bien vécu ce truc-là. C'est-à-dire que chez Wavestone, j'avais un poste qui était unique, mais du coup qui était très isolé et qui, de fait, en fait, oui, je coachais des gens et ça a une valeur vraiment très forte pour les gens qui sont coachés. Mais moi, dans tout ça, j'avais plus d'équipe, je savais plus. Je travaillais que dans des salles de réunion parce que je peux pas faire un coaching dans l'open space. Du coup, j'étais très isolée de fait. Par le fait d'être auto-entrepreneuse, même si j'ai rencontré énormément de gens, c'est des relations où je travaillais pas en équipe avec. Et en fait, ce truc-là, je l'ai. Au bout d'un moment, j'étais plus du tout bien là-dedans. J'avais besoin de rebosser en équipe avec des gens. J'avais besoin d'être rechallengée par des contraintes externes parce que là, en fait, toutes les contraintes qui m'étaient fixées, c'était moi qui me les fixais. Et au bout d'un moment, enfin moi en tout cas, j'ai du mal à me challenger, à m'auto-challenger. Enfin, je sais pas, je suis pas vraiment une leader au sens où je vais m'auto-emporter et voilà, je suis très émulatrice, mais j'ai quand même besoin de rentrer dans une direction un peu commune, de voir un peu plus loin et de le faire avec des gens. Toute seule, c'était un peu dur.
Un job de coach interne, globalement, en fait, quand on rentre dans le monde du coaching, et j'ai rencontré plusieurs cercles, j'ai rencontré les gens qui avaient fait ma formation du coup américaine. C'était un type de profil, très entrepreneur dans l'âme, etc. Parce que l'école américaine, blablabla. Ensuite, j'ai été supervisée dans une école de coaching française plus conventionnel, traditionnel du milieu du coaching professionnel. Donc j'ai rencontré d'autres gens aussi dans ce cercle-là, d'autres coachs. Et en fait, cracher sur un job de coach interne et dire bah en fait enfin ce job-là que beaucoup de gens m'enviaient in fine parce que c'est pas facile de faire sa place, notamment quand on débute dans le coaching. Ben ça me faisait un peu bizarre de dire bah désolé, j'en veux plus. Du coup, j'avais beaucoup de culpabilité à ça. Puis même moi, j'avais peur de me dire, et si je regrette, en fait, si je change et après ce job, enfin, il n'existait pas avant moi, je sais pas s'il va continuer d'exister. Et puis je vais pas arrêter de faire la girouette. Enfin, je vais pas genre leur dire, ah, bah finalement si, je veux encore le truc. Enfin, voilà. Donc en fait, j'avais beaucoup de questionnements par rapport à lâcher quelque chose qui est rare. Donc du coup, moi, je me disais les freins que j'avais et pourquoi j'ai mis 1 an quasi à prendre cette décision-là. Et après, j'avais aussi ce sujet, ben ok, mais pour faire quoi? Travailler en équipe, mais pour faire quoi? Et donc du coup, le sujet de la conduite du changement, au début, je savais pas du tout ce que c'était en fait. Donc j'ai discuté avec pas mal de gens, je me suis posé la question de voilà, de le faire. Je suis allée voir, in fine plusieurs cabinets de conseil. Je savais que le conseil, c'était un truc qui me plaisait parce que c'est quand même quelque chose où on a quand même une marge de liberté qui je trouve est supérieure à quand on est en interne dans une boîte, une marge de liberté sur enfin, on choisit pas toujours ses projets, mais en fait on en change et on peut quand même influencer, on peut faire plusieurs choses en même temps. Il y a plus de diversité, etc. Et après, moi, j'ai un sens du service qui me plaît. Enfin, c'est quelque chose que j'aime. Et donc, du coup, enfin, vraiment, le métier du conseil, quand je l'ai quitté, j'ai pas quitté le métier du conseil. En fait, j'ai quitté la cybersécurité. Et donc, je savais que le métier de consultante, c'est quelque chose qui me plaisait, quoi. Voilà, c'est beaucoup de soft skills. Après, au fur et à mesure de discuter avec des gens, je me suis dit, bah, en fait, la conduite du changement, ça a l'air d'être quand même la prolongation de ce que je fais. C'est-à-dire, en gros, j'étais sur comment on fait bouger l'individu. Maintenant, je suis comment on fait bouger les groupes. Et en plus, il y a une place pour le coaching dans ce type de métier, même si je ne coache pas dans mes missions, parce que ce n'est pas du tout le même métier. Il y a quand même un mindset et une manière de réfléchir les problématiques qui est utile. Est-ce que tu saurais nous dire les émotions que tu ressens le plus aujourd'hui dans ta vie actuelle, équilibrée entre ton job de consultante dans le change management, ton temps partiel à continuer à faire du coaching, pour les personnes qui souhaitent se développer? En fait, ça dépend des périodes. Enfin, c'est assez fluctuant les émotions. Mais globalement, je me sens assez reconnaissante d'avoir cette possibilité de faire plusieurs choses différentes et d'avoir enfin ces marges de manœuvre en fait qui me permettent d'être assez force de proposition et créative dans globalement c'est quoi ma semaine de travail quoi. Je me sens stimulée parce qu'il y a beaucoup de diversité dans ce que je fais. Je travaille avec des gens qui sont intéressants. Les challenges que je rencontre au quotidien m'intéressent. Je me sens curieuse, enfin, je sais pas comment dire, enfin, il y a un motivé, enfin, il y a un truc de vraiment de curiosité où je me dis, il y a beaucoup de choix, quoi. Et j'ai le choix et après, dans mes journées, des fois, enfin, faut pas idéaliser le truc, quoi. Des fois, j'en ai marre, des fois, je suis crevée. Souvent, je suis crevée parce que je suis quand même quelqu'un qui est souvent crevé. Mais ça, c'était le cas tout le temps. Voilà, des fois, les gens me saoulent. Des fois, c'est moi-même qui me saoule. Ouais, des fois, je suis stressée parce que j'ai des trucs à rendre et je sais pas comment je vais m'y prendre et voilà, mais c'est la vie, quoi. J'aimerais prendre 3 secondes pour un podcast que tu as lancé il y a quelques années maintenant, qui s'appelait au début Débordés et ensuite On n'est pas des robots, on est C'est d'accord? ça, ouais. Je pense que c'est intéressant d'en parler ici parce que dans les gens qui nous écoutent, il y a probablement des personnes qui aujourd'hui se sentent débordées dans leur travail. Du coup, avec ta casquette de coach, est-ce que tu pourrais leur donner des idées de déjà comment savoir s'ils sont vraiment débordés ou pas? Quels sont les quelques leviers sur lesquels ils peuvent agir simplement pour essayer de peut-être désamorcer la situation? En fait, c'est très compliqué de le traiter de manière générale, mais je vais essayer de donner un peu des grandes lignes. Déjà, il faut être conscient
enfin, on est souvent dans des jobs et dans un rythme de vie où il y a vraiment trop de sollicitations entrantes et que se sentir débordé, c'est un peu tout le monde, quoi. C'est un peu tout le monde, c'est un peu normal et voilà. Et je pense que le premier truc à faire, et c'est pas un truc facile, c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler individuellement avec chacun, c'est de se poser la question du filtre. C'est quoi que j'ai vraiment envie de laisser rentrer dans ma tête? On est un cerveau dans un corps. C'est-à-dire quand on se sent débordé, c'est vraiment au niveau cognitif qu'on va le vivre. Mais en fait, notre corps, il nous supporte. Enfin, le cerveau est un organe comme un autre. Donc, quand je dis qu'est-ce qu'on laisse rentrer, il y a aussi comment on mange, comment on dort, comment on fait de l'activité physique. En fait, tout ça, c'est vraiment quelque chose de global. Donc, se poser la question, moi, pour fonctionner, c'est quoi mon rythme idéal? C'est quoi qui me fait du bien à moi? Si je devais avoir une semaine idéale où je me dis si j'ai cette semaine-là, je peux la tenir pendant très longtemps, qu'il soit réaliste vis-à-vis des contraintes qu'on a, hein. C'est pas le truc de dire ah ouais si j'ai pas de travail machin, non, c'est de se dire en fait oui, enfin moi typiquement si je fais du sport tous les matins, et c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter avec Covid, alors qu'avant je voulais faire du sport tous les jours et j'avais pas réussi à le faire rentrer, mais le fait que il y ait eu Covid et que du coup en fait il y ait plus de transport, etc., je me suis mise à faire du sport tous les matins. En fait, je n'ai plus arrêté parce que ça me faisait tellement de bien, voilà. Et ce sera pas le cas pour tout le monde. Enfin, clairement, je suis pas en train de dire faites du sport tous les matins, mais se demander en fait moi les moments où j'ai le mieux fonctionné, c'était quand, il y avait quoi dans ma vie, qu'est-ce que je mangeais, comment je dormais, c'était quoi l'activité physique que je fais. Il y a aussi le fait d'aller dehors. Enfin, il y a des trucs qui sont ultra basiques et qui ont un impact de fou sur comment on se sent et sur le sentiment d'être débordé. Et ensuite, il y a tout le filtre de c'est quoi mes priorités dans ma vie, c'est quoi mes priorités dans ma semaine, dans mon boulot, qu'est-ce qui va se voir vraiment à la fin. Et ensuite, alors c'est compliqué, hein, mais en fait, mettre un filtre, quoi, se dire non, mais en fait, vraiment processer le truc. Quand je reçois un email, je n'y réponds pas avant le créneau que j'ai prévu à 17h30 le soir, parce que je peux le faire quand je suis fatiguée, alors que le reste, je peux pas. Je reçois pas 1000 newsletters. Moi, j'ai aucune notif sur aucun de mes devices, enfin même mes mails sur mon PC professionnel. En fait, même la pastille, j'hésite à l'enlever parce que ça me perturbe en fait. Il y a vraiment cette notion de filtre. Et après, il y a cette notion de apprendre à dire non, quoi, et ne pas tout accepter. Mais il faut être très solide sur ce qu'on veut, ce qui est important pour nous. Parce que quand on dit non, il y a forcément des conséquences. Le truc qui dit ah bah non, mais il faut dire non, ça va être bien vu, etc. Enfin oui, mais non, en fait, pas tout le temps. Ça dépend à qui on le dit, comment on le dit, la manière dont on refuse. Donc si on est très solide sur pourquoi on dit non, on va réussir à dire non. Si on sait pas trop, si c'est juste qu'on est débordé, en fait, le reste du monde en a rien à faire qu'on soit débordé. Donc non, je suis désolée, c'est pas ma priorité. J'ai d'autres trucs plus importants. Ça, aller voir son chef pour dire bon, là j'ai fait les calculs. En fait, ça ne rentre pas. Regarde. Je pense que ces trucs-là sont plus prioritaires. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es OK? Donc du coup, si je fais pas ce truc-là, l'autre il va râler. Est-ce que t'es OK? OK, très bien. Et voilà. Donc ça, c'est des exemples. Et après, il faudrait aller étudier plus en détail en fonction de chacun, quoi. Est-ce que dans ton parcours, tu as eu l'impression de faire des sacrifices ou des compromis? Et si oui, lesquels? Et est-ce que tu penses que ça valait la peine? J'aime pas trop ce mot sacrifice. En fait, quand j'écoute des podcasts et que j'entends les gens, non mais c'est beaucoup de sacrifices et tout. Non, en fait, je préfère la notion de compromis, effectivement, et la notion de compromis, elle veut vraiment dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire, en gros, je choisis. De toute façon, on est toujours en train de faire des choix, donc on est toujours dans un compromis. La question, c'est est-ce qu'on le fait consciemment ou pas? Et cette notion de faire les choses consciemment et intentionnellement, elle est vraiment clé pour moi. Je te vois sourire. Nous avons fait l'exercice du pourquoi avec Barbara et c'était vraiment quelque chose de très intéressant. On l'a fait il y a 2-3 ans. Même un peu plus, je pense. Et du coup, il y avait, enfin, dans la partie pourquoi, je fais une digression. Vas-y, Une digression. digression. Du coup, en gros, dans la partie pourquoi, il y a le quoi, qu'est-ce que je fais, donc quelle est un peu ma compétence, la chose que j'aime faire, et il y a la partie pourquoi, donc du coup, la partie à quelle fin ça sert. Et moi, le côté
faire les choses en conscience et faire les choses avec intention, de manière éclairée et tout, c'est vraiment la finalité de un peu tout ce que je fais, quoi. Du coup, voilà. Donc, dans cette notion de compromis et de choix, il y a vraiment ça, quoi. Je le fais, je sais à ce à quoi je renonce, je sais pourquoi je fais ça et voilà. Est-ce que moi, j'ai eu l'impression de faire des choix? En fait, ce qui est marrant, c'est que jusqu'à 30 ans, je pense que je n'ai pas fait de choix conscients et en fait, maintenant que j'y réfléchis, je pense pas que je sois passée à côté de quelque chose, mais j'étais beaucoup moins consciente et donc j'ai peut-être pas assez profité ou pas assez enfin, en fait, j'ai l'impression que la partie de ma vie avant 30 ans et avant que je me pose des questions et avant que je découvre le coaching et avant que je prenne conscience de tout ça, j'étais un peu dans un truc où j'ai pas pris le temps d'apprécier, ce que j'avais devant moi, les opportunités. Peut-être qu'il y en a que j'ai pas saisi parce que je sais pas, j'avais peur, je me considérais pas capable et je m'étais pas posé enfin, je faisais les choix non consciemment, quoi. Et donc, depuis, oui, en fait, quand je suis passée à 4/5, c'était un compromis. C'est perdre 20% de salaire pour gagner 120% de bien-être. Moi, je m'y retrouve. En fait, quand les gens me disent, t'as de la chance d'être à 4/5, quand tout ça vient bah, moi, dans ma boîte, c'est mal vu, je comprends. Oui, effectivement. Après, il y a pas que des avantages à être dans le conseil, hein. Enfin, je veux dire, c'est un compromis, aussi. Mais par contre, quand ça vient bah, moi, je sais pas, je me suis pas trop posé la question, j'oserais pas, blablabla et en fait, enfin, c'est un choix. C'est-à-dire, j'ai décidé de sacrifier enfin, le manque à gagner peut être important, en fait, de 20% de son salaire, quoi. Du coup, voilà, quand je suis passée au coaching, je me jetais dans le vide. Enfin, je me souviens, il y avait à l'époque, enfin, du coup, je regardais pas mal des choses sur le business et tout. Où on te dit, si tu changes pas à la fois ton métier et ton audience, enfin, ou les gens que tu cibles et machin. Enfin, moi, je faisais tout. Enfin, il y avait rien à voir, quoi. Du coup, voilà, fallait que et du coup, c'était un saut dans le vide et du coup, le compromis que j'ai fait, c'est, bah, je m'offre 2-3 ans où, bah, ça va pas être très confortable, je vais pas gagner, aussi facilement de l'argent que j'en gagnais, quand j'avais, un salaire, je vais pas être guidée, je vais devoir m'auto-guider, ça va me prendre beaucoup d'énergie, donc je vais voir moins de gens, enfin, voilà, donc c'était aussi un compromis et je suis très contente de l'avoir fait et après j'ai rencontré tellement de gens, autres, ouf que du coup c'est très, très chouette, quoi. Depuis, je fais ces choix et je suis beaucoup plus sereine avec. En fait, cette notion de compromis, elle est vraiment importante parce que je me dis, en fait, je retourne dans le conseil avec tous les risques que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, si ça se trouve, je vais pas aimer, la conduite du changement, ça va pas me plaire, je vais me sentir beaucoup moins libre que quand j'étais à mi-temps, je vais regretter de plus coacher tout le temps, etc. Ouais, mais en fait, je le fais parce que je sais pourquoi je le fais et c'est un compromis qui me va, quoi. Je passe sur des questions un peu plus génériques. Ouais. Si tu rencontrais la Carole de 27 ans, quel conseil tu lui donnerais, sachant tout ce qui arrive devant elle? 27 ans. En fait, je vais rejoindre cette notion de conscience. Alors, je sais pas, je pense qu'il faudrait que j'ai une discussion avec elle. Je pourrais pas lui dire en une phrase, mais en fait, prends le temps d'être consciente des choix que tu fais. Enfin, il y a vraiment ce truc-là en fait, pose-toi et prends conscience de ce qui se passe, quoi. Regarde ce qui se passe, regarde en fait, je pense que j'étais pas du tout, bien consciente de mes ressentis, enfin voilà, de comment je réagissais aux choses et donc du coup, est-ce que ça m'allait, est-ce que ça m'allait pas et cetera. Donc il y aurait eu vraiment cette notion-là. Pose-toi des questions, quoi. Te dis pas que ça va être comme ça tout le temps ou te ferme pas des portes, prends conscience qu'il y a plein d'autres possibilités, quoi. Arrête de ne pas te poser de questions et surtout si tu pas très bien, quoi. À partir du moment où tu commences à te poser des questions, est-ce que tu aurais une solution pour arriver plus vite au moment de décider? Parce que, moi la première, hein, quand tu es dans un moment où ça va pas bien dans ta vie, t'attends en général d'être vraiment sûr que tu vas pas bien avant de te décider à changer. Beaucoup de personnes font ça, je dis pas Ouais. du tout que c'est le cas de tout le monde. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour accélérer ce changement? Sans attendre que ça aille vraiment pas bien, Exactement. quoi. En fait, c'est très difficile de faire ce travail tout seul. En fait, moi, ce qui m'a vraiment débloquée, c'est un jour, je suis tombée sur un podcast
qui expliquait globalement les concepts de la TCC, donc thérapie cognitive et comportementale, avec cette notion de... Et il y a un mot pour ça, donc je vais employer le mot, mais c'est pas comme ça que je l'ai appris. Le concept de métacognition, de se dire mes pensées, je peux les observer, je peux regarder ce qu'elles ont comme impact sur moi, ce qu'elles génèrent comme émotion, je peux les changer. Qui je suis, en fait, c'est moi qui le définis. Et du coup, comment moi je me définis, ça a un impact sur comment je me comporte. Et cette notion de métacognition, ça m'a vraiment accéléré. Et donc du coup, je disais c'est très difficile de le faire seul. Moi, je suis tombée sur ce podcast par hasard. C'était le podcast d'Esther Taillefer, Se sentir bien. Sans nommer le mot, elle parlait vraiment de cette notion de métacognition. Et je pense que c'est le truc qui a révolutionné ma vie. Et donc du coup, en fait, on peut comprendre ce truc-là de plein de manières différentes. Donc déjà, aller voir ce que c'est et aller écouter des podcasts dessus, etc. C'est con, hein, mais en fait, la thérapie, je pense que juste par curiosité, faudrait y aller parce que en fait, on prend conscience de tellement de choses et ça peut vraiment accélérer, quoi. Faire un coaching, pareil. Le coaching, ça peut être moins intimidant. Enfin, ça dépend, en fait, ça dépend de ses revenus. Je pense que la thérapie est plus accessible financièrement que le coaching. Ça permet vraiment de prendre du recul sur soi et de déconstruire un peu et de voir l'impact de tout ce qu'on pense en continu sans s'arrêter dans sa tête, quoi. Donc, je pense que l'accélération, elle serait vraiment là. C'est un peu de l'éducation psychologique, en fait, le truc qu'on ne fait jamais. On fait de l'éducation sportive, mais... Est-ce que tu penses que la seule solution pour sortir d'un moment où tu te sens pas bien dans ta carrière d'ingénieur, c'est d'aller élever des chèvres dans le Larzac? Mais oui! Comment se mettre en panique du jour au lendemain? Non, cela dit, si on a besoin de ça pour ensuite peut-être revenir, eh ben franchement c'est très bien. En fait, je pense que c'est mieux d'aller élever des chèvres dans l'Arzac, quitte à se dire au bout de 3 ans non mais en fait j'étais totalement à l'ouest, ça me va pas, plutôt que de rester coincé dans un truc en se disant mais je sais pas si c'est ça que je veux, quoi. Donc ça, ce serait ma première réponse. Et après, je pense qu'élever des chèvres, moi ça me correspondrait pas du tout. Trop froid, trop physique, trop au milieu de nulle part, pas assez de stimulation intellectuelle, mais... Oui, mais le fromage de chèvre, c'est bon quand même. Ouais, mais je peux en acheter à côté de chez moi. On peut faire de gros changements sans faire de gros changements externes, quoi. Et on peut prendre son temps aussi. Enfin, en fait, ça va dépendre des gens. Honnêtement, il y a des gens, ils ont besoin d'une coupure radicale et c'est très bien. Et voilà. Sinon, l'autre idée que je voulais, c'est décomplexer du fait de revenir en arrière, quoi. Enfin, moi, je suis revenue dans le conseil. En fait, quand je suis sortie du conseil, je me suis dit non, mais après, si jamais j'arrête le coaching, je vais passer pour une brêle. Les gens vont se dire que c'est pas ce que je veux, que nanana. Et on s'en fout. Enfin, c'est normal d'expérimenter. En fait, il faut s'autoriser à expérimenter. Et peut-être que le saut, c'est pas d'aller élever des chèvres dans le Larzac, c'est d'aller chez un éleveur de chèvres dans le Larzac en stage pendant 6 mois et de voir. L'expérimentation, c'est le seul moyen de savoir si ça va nous plaire ou pas. Après, être en stage, c'est pas la même chose que avoir soi-même son exploitation, parce qu'il y a la notion de responsabilité qui va avec. Mais je pense qu'il faut se décomplexer du côté forever, quoi. Enfin, non, en fait, je vais tester le coaching pendant 6 mois, je vais tester le coaching pendant 3 ans. Et si j'en ai marre ou si ça me plaît pas, je reviendrai et je vous emmerde. Voilà. Et le je vous emmerde est adressé à soi-même souvent parce que les autres s'en fichent complètement de ce qu'on fait et ne vont pas du tout nous juger. Mais je pense que cette voix interne, elle est chez beaucoup de gens, quoi. Et du coup, le fait que tu aies réussi à marier ton envie d'être consultante et tout ce que tu as appris dans le coaching pour faire du change management, est-ce que après tout ce parcours, ça te semble évident et du coup, tu acceptes beaucoup plus le fait d'être, je remets des guillemets avec les doigts, revenu en arrière parce que tu as trouvé cette solution? Ouais, j'ai pas le sentiment d'être vraiment revenue en arrière parce que déjà, je fais plus du tout mon métier pareil, mais vraiment pas. Ce qui change, c'est que je sais pourquoi je le fais. En fait, j'aime apprendre sur le sujet de la conduite du changement et ça, du coup, ça change tout. Alors qu'avant, j'aimais, c'est pas que j'aimais pas apprendre sur la cybersécurité, mais c'est que j'avais pas tant de curiosité que ça. J'avais plutôt de la curiosité, même en cybersécurité, sur le processus, sur enfin, quand je pilotais des gros projets de sécu, en fait, c'était, ou même des plus petits projets, en fait, c'est comment on fait comprendre aux gens que le sujet est important,
Et s'il l'est pas, comment on s'auto-remet en question aussi, parce que dans le change management, il y a aussi ça en fait. Parfois, ouais, il faut se dire peut-être les décisions sont pas idéales, il faut le dire, etc. quoi. Le fait d'aimer le sujet, ça change tout. Parce que en fait, je me dis, je vais être plus compétente dans un truc qui m'intéresse, et ça, c'est important. Parce que la compétence, c'est quelque chose qui est important pour moi, et apprendre, c'est important pour moi. On peut être drivé par tout à fait autre chose. Hein. Enfin, là, pour le coup, c'est très personnel. Là, je t'offre la possibilité de faire une petite page de pub, soit pour quelque chose que tu penses qu'il est important de promouvoir dans le monde, soit, ce ne sont des soit non exclusifs, soit pour parler de toi, ce que tu proposes, peut-être tes offres de coaching, peut-être autre chose, sens-toi libre. Toujours dans cette lignée d'être plus conscient, plus intentionnel, et voilà. Enfin, moi, je suis très sensible à ce qui se passe dans le monde en ce moment, et en particulier à tout ce qui est changement climatique. C'est quelque chose sur lequel je me sens complètement dépassée. Mais aussi tout ce qui est impact sociétal. En fait, je pense que c'est important d'être conscient de l'impact de ce qu'on fait, même si on le change pas. On peut pas être parfait. Enfin, en fait, le système fait qu'on est obligé d'être dans le monde, et à un moment, ça demande beaucoup d'efforts que d'être radicalement différent. Et néanmoins, je pense que c'est important d'être à l'écoute et d'être conscient de l'impact de ce qu'on fait, et de pas se voiler la face, que ce soit au niveau de l'écologie ou au niveau de la société. Enfin, il y a plein de petits actes qu'on fait et qui ont un impact. Et je pense que c'est méga important. Et donc, du coup, de s'éclairer là-dessus avec des analyses nuancées, c'est important. Et sur le sujet du travail au sens large, par exemple, j'ai les newsletters et podcasts de Laetitia Vito qui sont hyper intéressantes, qui fait des analyses vraiment très nuancées, explicatives, et qui fait vraiment prendre conscience que tout ça n'est pas anodin, que le système est complexe et que c'est très difficile d'être à l'opposé de ce système, mais c'est vraiment important d'être conscient et de pas se voiler la face. Moi, il y a rien qui m'énerve plus que quelqu'un qui a un privilège et qui se rend pas compte qu'il en a un. Et moi, j'en ai plein des privilèges, parce qu'à part être une femme, tous les autres, je les ai, quoi. Et donc, du coup, je suis hyper consciente de ça, et je pense que j'en suis pas assez consciente, et je pense que c'est vraiment important, parce qu'on peut faire beaucoup de mal à pas se rendre compte de ça, en fait. Et on peut avoir un impact vraiment pas bon sur la société. Voilà, un message un petit peu politique, désolée. Mais in fine, c'est beaucoup dans le quotidien en fait que ça se passe, je trouve. En tout cas, c'est là où on peut agir vraiment. Et si je prends un exemple, faire la gueule ou être agressif. Enfin, moi, je m'en veux à chaque fois que je fais ça, parce qu'en fait, j'alimente un monde dans lequel je veux pas vivre, quoi. Merci pour ta réponse, Carole. Ça me permettra de penser la prochaine fois à rappeler aux invités que je préfère ne pas parler de politique sur mon podcast. Eh ben, merci beaucoup, Carole, pour cet entretien. Merci, très riche. C'était vraiment chouette d'enregistrer avec toi, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup d'être là. Oh, c'est beau. Sur cette touche de love, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça me fait vraiment plaisir de partager ces moments avec vous. Je suis Barbara, ingénieure depuis 15 ans et hôte de ce podcast, L'Ingépanoui. Mon rêve un peu fou, que tout le monde sur cette planète soit sincèrement épanoui. Alors je commence par là où je peux aider, les ingénieurs. Parce que oui, on mérite nous aussi de remettre du pétillant dans notre vie, de sortir du train-train et de se rappeler que la vie est belle et pleine de possibilités. Si en m'écoutant aujourd'hui tu t'es dit « Tiens, ça me parle, moi aussi j'aimerais bien retrouver mon étincelle », eh bien bonne nouvelle, je propose aussi des accompagnements courts et efficaces dans la joie et la bonne humeur pour t'aider à trouver ta direction, celle qui te correspond vraiment, sur la base de ta personnalité, tes compétences et tes envies profondes. Du concret autant que de l'inspirant. Tu sauras ensuite où aller et comment t'orienter sans crainte de te planter. Toutes les infos en description. Allez, je vous laisse reprendre votre journée remplie d'énergie à distribuer autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode de L'Ingépanoui.